Les fiançailles de Ferdinand avec la grande-duchesse Boldrova sont officiellement annoncées. Le chef de famille s'assure de montrer au gamin à quel point cette décision est lourde de conséquences. Pour le jeune Ferdinand Rosnova, ce mariage arrangé est un choc total. Dans la haute société, recevoir un tel ordre équivaut à une condamnation à la ruine totale. Il ne lui reste que deux choix, refuser les fiançailles et se faire jeter de la famille. Le second est d'accepter le marché et de se laisser écraser par les circonstances, ce qui est très loin de ce qu'il désire. Au fond, tout ce que notre MC voulait vraiment, c'était trouver sa place au sein de sa famille. C'est pourquoi il cesse de pousser à la limite absolue, finissant complètement épuisé après chaque session d'entraînement. Même s'il n'était que le troisième fils illégitime et faiblard d'une famille de chevaliers, il a continué à trimer. De loin, les autres crachaient sur son entraînement, disant qu'il ne progressait pas à cause de son manque de talent. Personne ne le soutenait, mais il ravalait sa fierté et encaissait toutes les humiliations. Le gamin s'en tenait à sa routine à l'épée, poussé par le simple espoir. Il continuait de s'accrocher au rêve de gagner le respect de son père. Le bruit de l'entraînement nocturne du gamin a fait le tour du manoir. L'un des jeunes de la famille se moque de notre MC, lui disant que son entraînement est une vaste blague. Plaquant notre garçon contre le mur, la brute dit au pauvre type qu'il n'a même pas le droit de rêver, et continue de l'insulter sur ses origines et ses yeux bleus. Tout ce que notre MC voulait, c'était être accepté par eux, mais cette illusion a fini par voler en éclats. Son père avait déjà renoncé à lui, ignorant totalement tous ses efforts acharnés. Face à cette froide vérité, le gamin a compris qu'il n'aurait jamais sa place ici. De retour au présent, il refuse les fiançailles et décide de tourner le dos à sa famille sans la moindre hésitation ni le moindre remords. Le patriarche a froidement accepté son choix. Et juste comme ça, notre MC se fait jeter à la rue. À partir de là, sa famille l'a renié, et il a perdu le nom de Rosnova. En s'éloignant, le gamin bouillait de rage d'avoir été jeté comme un déchet après avoir fait tant d'efforts. Les cicatrices et les callosités sur ses mains tremblantes étaient la preuve de chaque goutte de sueur versée pour rien. Une aura sombre a envahi le jeune homme, et il a serré les poings, jurant qu'il ne pardonnerait jamais un tel manque de respect. Poussé par une promesse de vengeance, une déferlante d'énergie magique démentielle a commencé à s'élever. Et c'est ce jour précis, où il a été abandonné, que notre MC s'est éveillé en tant que mage. À 18 ans, il a enfin utilisé ce pouvoir mystique pour entamer un tout nouveau chapitre. Les autres apprentis se moquaient de lui pour avoir essayé d'apprendre la magie à cet âge, disant qu'il était beaucoup trop tard. Il raillait ses capacités, affirmant qu'il lui faudrait des décennies rien que pour maîtriser les bases. Mais il se souvient vite que la véritable force d'un mage vient de l'intérieur. Ignorant ses détracteurs, il canalise son mana et laisse ses agresseurs complètement terrifiés. Un cercle magique d'un rouge éclatant se forme alors qu'il comprend que son mana se nourrit de haine et de vengeance. Après avoir anéanti le groupe, il réalise que plus il est en colère, plus il devient fort, et c'est ainsi qu'il a atteint le 6e cercle. Sa destination pour son grand retour n'était autre que le manoir Rosnova, l'endroit qu'il avait jeté à l'époque. Une fois sur place, il lave le cerveau des serviteurs qui se moquaient de lui, les forçant à s'entretuer. Ensuite, il pousse ses frères aînés à se haïr à un tel point qu'ils finissent par s'autodétruire. Enfin, il atteint son père, l'homme qu'il détestait le plus au monde, qui le suppliait maintenant désespérément pour que tout s'arrête. Fixant le patriarche, notre garçon dit au vieil homme de regarder le cauchemar absolu qu'est devenu sa fière famille. Le patriarche devient complètement fou en voyant tout ce qu'il a bâti s'effondrer. Tout ce qui est lié à la famille Rosnova finit par disparaître à jamais. Mais ce n'était toujours pas assez pour notre MC. Une multitude de guerriers et de figures puissantes ont dégainé leurs lames pour tenter de stopper la colère de notre MC. Accusé d'avoir détruit sa propre famille, Ferdinand devient l'ennemi public numéro 1 à travers le continent, encerclé par des forces prêtes à l'abattre. Il a survécu à chaque bataille et a atteint le plus haut niveau qu'un humain puisse jamais accomplir, le 8e cercle. Il est devenu un archimage et a vite compris qu'il n'était pas seul. S'il cherchait la vengeance auparavant, maintenant, c'est tout le monde qui voulait se venger de lui. Il s'est donc efforcé de devenir encore plus fort, assez puissant pour écraser n'importe qui, et ce genre de pouvoir impliquait d'atteindre le niveau d'un demi-dieu, le 9e cercle. Au cours de ses recherches, le jeune mage découvre ce qui lui manque pour franchir cette ultime frontière. Ce prérequis ressemblait à une blague de mauvais goût due à un caprice du destin. L'élément essentiel était le cœur du dragon rouge nommé Valdrova. L'ironie ne pouvait pas être plus folle que le destin plaçant cette même créature sur son chemin, et maintenant, son ex-fiancé scène juste devant lui. La promise sous sa forme de dragon géant essaie de comprendre qui est réellement ce type venu pour la vaincre. En plein combat, notre MC encaisse une attaque et crache du sang après avoir reçu un coup violent. Avec le peu d'énergie qui lui reste, il exige la fin de Valdrova. Le dragon demande pourquoi elle est traitée de tyran par lui et par le reste de l'humanité. Le dragon affirme qu'elle n'a même jamais quitté son territoire et demande d'où vient toute cette haine. Les yeux brûlants de rage, le garçon dénonce la fausse innocence du dragon. Pointant le dragon du doigt, Ferda lui dit quelle est la cause de sa ruine. Parce que son obsession à trouver un mari l'a fait expulser de chez lui. Le dragon demande si c'est vraiment de sa faute, et notre garçon répond que ça l'est absolument. Il se plaint que la bête voulait un partenaire humain et a fini par détruire complètement sa vie. En entendant cela, la patte du dragon tremble sur le sol alors qu'elle recolle les morceaux. Notre MC trouve la réaction de la bête hyper bizarre,
ne comprenant pas ce qui se passe. Ignorant l'hésitation de son ennemi, le jeune homme en profite pour charger son mana pour la prochaine attaque. Alors que notre garçon prépare son attaque finale, le dragon se redresse, disant qu'elle comprend tout maintenant. La créature plonge violemment ses griffes en plein dans sa propre poitrine. Cette vision fait reculer le mage, complètement abasourdi par ce qu'il voit. Le sang du dragon éclabousse de partout, frappant notre garçon en plein visage. Voir le dragon avec les griffes enfouies dans sa poitrine laisse Ferda totalement pétrifié. Sous le choc total, le jeune homme se demande pourquoi diable la créature se blesserait d'une manière aussi brutale. Le dragon rappelle au mage que sa magie a spécifiquement besoin d'un cœur de dragon pour devenir complète. Notre MC réalise que la bête a l'intention de lui céder son cœur et il tente de l'arrêter, lui hurlant désespérément de tenir bon. Après tout, ce cœur est la seule chance du jeune homme d'atteindre le 9e cercle de magie. Furieux, Ferda tente de retenir la créature, hurlant qu'il ne la laissera pas se détruire. Il lance un sort sur Valtrova dans une tentative désespérée de l'immobiliser. Le mage est complètement hors de lui face au choix du dragon. À bout de force pour tenir debout, la créature massive s'effondre, mortellement blessée. En voyant cela, le gamin craint le pire et explose dans le déni, pensant que le cœur a été détruit. La bête s'effondre, et Ferda se précipite pour évaluer la situation. Il regarde de près et voit le cœur magique complètement intact. Surpris de voir l'organe en parfait état, le gamin entend le dragon lui dire de le prendre. Notre MC se fige, incapable de comprendre pourquoi elle ferait un tel sacrifice. Il demande pourquoi Valdrova est allée aussi loin, alors qu'elle aurait pu le battre en une seule attaque. L'air d'avoir le cœur brisé, le dragon répond qu'elle l'a fait parce que sa simple existence a rendu sa vie misérable. La bête révèle qu'elle se déteste depuis longtemps à cause de la nature destructrice de son espèce. La créature détestait le sang qui coulait dans ses veines et l'envie de tout saccager autour d'elle sans raison. Elle répugne ce côté sauvage et téméraire en elle qui ne pouvait réfréner sa véritable nature. Pendant des années, le dragon a mené une bataille intérieure pour contenir ses instincts et éviter de faire du mal au monde. Au milieu des flammes du passé, le dragon a pris conscience des dommages accidentels qu'elle a causés aux humains. Sa présence ne faisait que répandre la peur, et elle savait que sa fin résoudrait bien des problèmes dans ce monde. Pourtant, tout ce qu'elle voulait, c'était être heureuse dans la vie, mais ce souhait a fini par faire souffrir tant de gens. Des larmes coulent des yeux de Botarova alors qu'elle rend son dernier souffle. Puisque tout le monde avait souffert par sa faute, elle espérait que le jeune homme serait heureux avec ce dernier cadeau. La forme du dragon a lentement commencé à s'effacer dans la nuit noire. La gorge nouée, Furti fixe le vide, totalement confus par ce qu'il ressent. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette faim lui laissait un goût si amer dans la bouche. Agacé, notre garçon accusa la bête de jouer avec ses nerfs jusqu'à la toute fin, essayant de reprendre ses esprits. Il se souvient du but qu'il a amené ici et du chemin vers le 9e cercle. Il soulève l'essence du dragon d'une poigne ferme. S'il absorbe toute cette puissance, la récompense sera énorme. Le mage hurle en puisant dans le mana, dépassant ses limites pour devenir un demi-dieu. Une énorme onde de choc ravage les lieux au sommet de sa transformation. Son esprit dérive dans le vide alors que quelque chose de totalement inédit se produit. Désorienté, le MC régressé sent son esprit vagabonder après avoir consumé le cœur du dragon. Il s'enfonce profondément dans l'océan des souvenirs de la bête. Le jeune homme se demande si cette sensation étrange vient de l'absorption du cœur. Une lourde vague de souvenirs s'écrase directement dans son esprit. Soudainement, il se met à ressentir toutes les émotions de Valdrova. Le poids écrasant de toute cette douleur fait tomber notre jeune héros à genoux dans l'obscurité. Il est complètement pétrifié en réalisant ce que la créature cachait dans sa poitrine. C'était une douleur si ancienne qu'elle rendait sa propre souffrance insignifiante. Au fond d'elle se trouvait une lourde solitude, rien à voir avec la haine de celui qui l'avait abattu. D'un seul coup, sa vengeance lui a semblé totalement inutile, faisant pleurer le MC sur ses actes. En y repensant, il réfléchit vraiment à ce qu'il a toujours voulu au fond. Il se demande s'il voulait vraiment du pouvoir, se venger, ou devenir un dieu. La réponse était un grand non. Parce qu'au fond, tout ce qu'il voulait, c'était fonder une famille simple et aimante. Tout ce qu'il voulait depuis le premier jour, c'était vivre paisiblement entouré de personnes qu'il aimait. En repensant à son enfance, le jeune homme prend toute la mesure de ses choix en se souvenant de Valdrova. En voyant le souvenir de la jeune bête à la fenêtre, le MC réalise qu'elle voulait exactement la même chose que lui. Une immense vague de regret le frappe lorsqu'il voit que tout ce qu'il a fait auparavant n'avait aucun sens. La fille est déjà morte entre ses mains, ce qui enlève complètement tout sens à sa quête de pouvoir. Les larmes coulent sur son visage meurtri alors que la culpabilité pèse lourdement sur son âme. La magie ultime d'un mage du 9e cercle active le sort de souhait. Agenouillé dans le cercle doré, il utilise son pouvoir pour réécrire la réalité elle-même. Le MC ouvre brusquement les yeux lorsqu'il entend quelqu'un appeler son nom. Totalement confus, il se retrouve dans le bureau de son père où tout a commencé. Son père le gronde pour avoir rêvassé, forçant le MC à dévisager un Arambo Rosnova bien vivant. Il se souvient que ce type avait été totalement anéanti et réalise qu'il a remonté le temps jusqu'au jour décisif. Son père lui répète que ses fiançailles avec l'archiduchesse Valjarova sont déjà conclues. L'homme insiste sur le fait que le gamin doit comprendre les conséquences de cette union avant même que son père ne puisse finir de le menacer de le jeter à la rue s'il disait non. Le jeune homme l'interrompt. S'avançant d'un pas ferme, il savait à 100% qu'il avait bel et bien remonté le temps.
Au lieu de rejeter l'ordre comme il l'avait fait dans sa vie passée, Fuerta regarde calmement le patriarche dans les yeux et dit qu'il accepte les fiançailles. Déterminé à ne pas s'enfuir cette fois-ci, il accepte l'engagement arrangé avec Valdrova. La main sur le cœur et les yeux pleins de conviction, le MC accepte officiellement les fiançailles pour réécrire leurs deux avenirs. Uken Rosnova, le deuxième fils de la famille, est sidéré d'apprendre que le gamin a accepté les fiançailles avec l'archiduchesse. Le frère harcèle le majordome de questions, doutant de ce choix et demandant ce que le MC fabrique maintenant. Le serviteur a expliqué que le jeune maître avait renvoyé tous les domestiques et qu'il restait dans sa chambre pour se préparer à partir bientôt. Avec un sourire narquois, Ukan se dirige vers la chambre de son frère pour le rabaisser et lui rire au nez. À l'intérieur de sa chambre, Furtik entend quelqu'un marcher à grands pas très rapidement dans le couloir. Ukan fait irruption par la porte en hurlant, demandant pourquoi le gamin n'a pas encore fait ses valises et déguerpi. Mais quand il jette un coup d'œil à l'intérieur, il est totalement déconcerté par ce qu'il voit. Au lieu de voir un gamin pleurer toutes les larmes de son corps en panique, il trouve Ferda détendu et prêt à partir, fixant son visiteur d'un regard glacial. Le MC reproche à son frère ses terribles manières pour être entré sans frapper. Il lui explique qu'il a renvoyé les domestiques exprès pour apprendre à se débrouiller seul. Déstabilisé par cette assurance, Ukan tente de reprendre le contrôle et lui demande s'il comprend vraiment ce que signifient ces fiançailles. Furtik répond nonchalamment qu'il sait très bien que cela veut juste dire se faire virer de la maison. Pris au dépourvu, Ukan balbutie et essaie de l'effrayer en disant qu'il va se faire massacrer dès son arrivée. Ne montrant aucune peur, le jeune homme déclare simplement qu'il est déjà parfaitement au courant de toute l'histoire. Après tout, dans sa vie passée, il a appris que le premier fiancé de Valdrova était le troisième prince de l'Empire. Le prince était brillant, super beau et extrêmement populaire, et a renoncé au trône juste pour devenir le fiancé du dragon. Cependant, un jour seulement après avoir atteint le territoire du dragon, les choses se sont terminées de manière tragique. Le prince a été totalement émerveillé par la créature et a fini par se faire tabasser à 2 doigts de la mort. En entendant cela, Ugin lui a demandé si le gamin pensait vraiment pouvoir survivre à un tel sort. Balayant l'avertissement, le frère a fait un signe de la main et a dit qu'il n'empêcherait pas un idiot de courir droit dans les griffes de la bête, juste après avoir menacé d'arracher la tête du MC s'il essayait de se soustraire à son devoir. Impassible, Fuerta a regardé son frère droit dans les yeux et lui a dit d'apprendre à contrôler ses propres pulsions. Argile lâche que tout le monde était déjà au courant du béguin secret de Uken pour la femme de leur frère. Furieux, Ugin essaie de lui foncer dessus, mais le majordome le retient pendant que le MC lui dit de se calmer. Avec un sourire en coin, le gamin mentionne que son visage est bien trop précieux pour être abîmé et fait tranquillement ses adieux. Traînant sa valise, il se dirige vers la calèche qui l'attend à l'extérieur du domaine. À côté du véhicule, le vieux majordome essuyait de fausses larmes avec un mouchoir. Le serviteur prétend que ce fut un honneur absolu de servir le jeune maître toutes ces années. Furti n'est pas dupe de cette comédie, se rappelant que si c'était vrai, le type n'aurait pas empoisonné sa nourriture par le passé. Quand il était enfant, le jeune homme pensait qu'il était constamment malade juste parce qu'il avait une santé fragile. Plus tard, il a réalisé que même les domestiques l'empoisonnaient, ressentant un pur dégoût en y repensant. De retour dans le présent, le MC passe à côté du vieil homme et le remercie pour ses années de service. Souriant calmement, le jeune homme glousse en disant que ça n'a pas dû être facile de s'occuper de quelqu'un comme lui pendant si longtemps. Alors que la calèche s'éloignait du manoir, Ferdinand a dit au majordome de bien prendre soin de la famille pendant son absence. S'adossant à son siège, il a ressenti une véritable paix, sachant qu'il s'était déjà vengé dans la chronologie précédente. Le voyage se déroule en douceur sur la route, au milieu de la nature et d'un soleil radieux. La haine et la soif de vengeance qui le dévoraient autrefois avaient complètement disparu. Il réfléchit au fait que la magie noire basée sur la rancune agit sur le corps comme une addiction extrêmement dangereuse. Au début, le pouvoir était incroyable, mais avec le temps, il s'est transformé en une envie incontrôlable de tout détruire. La folie lui a apporté une sorte de plaisir tordu alors que les ténèbres envahissaient son esprit. Seul le cœur du dragon a réussi à le libérer de toute cette souffrance. Maintenant, les yeux débarrassés de toute amertume, il attendait avec impatience sa nouvelle voie. Reposant sa tête contre le siège, le MC a réaffirmé sa décision de ne plus jamais vivre comme ça. Il pousse un soupir de soulagement, se sentant incroyablement bien de connaître enfin la paix après tout ce temps. Pensant qu'il n'a même plus besoin de s'éveiller en tant que mage, Ferdinand entend le cocher annoncer leur arrivée. Un panneau en bois avertit qu'au-delà de ce point se trouve le territoire privé du duc, et que l'entrée y est strictement interdite. Le gamin s'assoit sur ses bagages à la lisière de la forêt et attend patiemment. Le cocher s'enfuit à toute vitesse avec sa calèche, terrifié à l'idée que le dragon puisse surgir. N'ayant aucun garde à ses côtés, Ferdinand songe à préparer un sortilège simple au cas où une bête ferait son apparition. Une douce brise fait voler les feuilles à travers les broussailles, attirant l'attention du jeune homme vers les bois. Parmi les buissons de la forêt, une figure mystérieuse habillée en servante apparaît. En observant le MC et en s'approchant calmement, la jeune fille se présente sous le nom de Ruri, la servante personnelle de Valdrova. Lorsqu'elle lui demande s'il est Ferda Rosnova, notre héros confirme son identité sans hésiter une seconde. La servante propose immédiatement de le guider jusqu'au château au sommet de la montagne. En chemin, Ferdinand pense à la réputation de l'Empire des Arcans, dont l'arrogance cache de profondes failles.
À l'est se trouvent les terres démoniaques, envahies par des monstres que l'humanité n'a jamais pu contrôler. Celle qui a réellement stoppé l'invasion des monstres et protégé la frontière était le dragon rouge Valdrova, emportant ses bagages. Le MC trouve ça tellement injuste que le bouclier ultime du continent soit dépeint comme maléfique. La rumeur disait que l'endroit abritait des armées de bêtes, ce qui s'avère vrai lorsque des loups affamés rampent de l'ombre. Et d'un simple geste de la main, la servante effraie instantanément les animaux sauvages. Rory dit au gamin de se détendre, affirmant qu'il n'a pas à craindre la moindre menace dans la forêt. La fille lui fait savoir qu'à ses côtés, aucun monstre ne le touchera, ce qui pousse le MC à la remercier pour sa protection. Ferda demande combien de temps dure la marche jusqu'au château et découvre qu'il en monte encore pour 2 heures. La fille lâche l'air de rien que si elle était seule, le vol ne prendrait qu'une dizaine de secondes. Exténué, notre héros était absolument certain qu'elle n'était pas une servante ordinaire. Il s'avère qu'elle vient d'une noble lignée ayant hérité des pouvoirs des dragons, cachant ses cornes et sa queue. En entendant cela, Ferda plante son bâton dans le sol et essaie de proposer une autre option. Complètement épuisé d'avoir traîné ce sac lourd, le protagoniste suggère de voler. Mais Ruri rétorque qu'elle devrait le porter pour que ça marche. Alors qu'il tente de s'expliquer, Ruri lui fait clairement comprendre qu'elle refuse de le porter sur son dos. Un silence gênant s'installe alors que le pauvre garçon se tient là, tremblant de fatigue juste devant la servante de marbre. Le garçon essaie de supplier pour faire une courte pause, mais Ruri lui dit de continuer d'avancer puisque sa maîtresse attend. N'ayant d'autre choix que d'obéir, Ferda lâche un sourire gêné face à l'intransigeance totale de la fille. En regardant le coucher de soleil frapper le château au sommet de la montagne, il s'est rendu compte que la voie vers ce mariage n'allait pas être simple du tout. Une fois à l'intérieur de la forteresse, la fille frappe fermement à la porte. Debout devant les portes géantes de la forteresse, Ruri annonce à sa maîtresse que son fiancé est arrivé. La main tremblant légèrement, Ferda sentit la présence écrasante du dragon rayonner de l'autre côté. La servante lui dit de patienter à l'entrée pendant qu'elle entrait pour recevoir le message de sa maîtresse. Lorsque le héros suggère de se parler en face à face, Ruri le foudroie du regard et le remet à sa place. Un peu plus tard, la servante revient avec un message venant directement de la grande-duchesse. Le message félicitait le jeune homme d'avoir eu le cran de faire tout ce chemin malgré la réputation violente des dragons. Mais le message précisait bien que le dragon ne cherchait pas de mariage forcé, et disait au garçon de rentrer chez lui. Ferda se demande si faire tout ce chemin en valait la peine juste pour se faire refouler à la seconde où il est arrivé. Il savait que dans sa vie passée, il aurait accepté l'offre de partir sur le champ, mais maintenant qu'il a changé, il a choisi de tenir bon. Il a déclaré avec une détermination totale qu'il ne reculerait pas et qu'il avait la ferme intention d'aller jusqu'au bout de ses fiançailles. Voyant à quel point le garçon était têtu, Ruri a froncé les sourcils, mais a accepté de transmettre le message à sa maîtresse. La servante revient en tenant un sac énorme débordant de pièces d'or. Elle lui remet cette fortune colossale comme récompense de la duchesse pour sa bravoure, laissant le garçon totalement stupéfait, et elle ajoute que cette richesse est destinée à ce qu'il prenne un nouveau départ très loin d'ici, en toute indépendance. Ferda a déclaré qu'il se fichait complètement de la richesse ou du pouvoir matériel. Tendant la main, le jeune homme a clairement exprimé ce qui comptait vraiment pour lui. Il a déclaré que son seul et unique but était d'honorer les fiançailles directement avec la duchesse Valdrova elle-même. Marie laissa échapper un soupir et ferma les yeux face à la détermination inébranlable du garçon. Sortie de nulle part, la servante tire une décharge d'énergie juste pour l'intimider. Pointant directement la sortie du doigt, elle ordonne au garçon de dégager. Ferda reste concentré sur son objectif, mais la servante refuse de l'entendre et le menace pour qu'il recule. Les griffes de Ruri se sont allongées et ses cornes ont poussé sous une aura verdâtre terrifiante. La servante libère une pression magique démentielle pour forcer son invité à sortir. Sentant le poids écrasant de l'aura, le garçon lève le bras pour repousser la peur. Ruri l'a accusé d'être comme tous les autres mortels cupides qui ne voulaient que le pouvoir aux dépens de sa maîtresse. Le héros a finalement compris la vraie raison de la chute du troisième prince dans sa vie passée. Ce prince essayait de manipuler ce mariage juste pour contrôler la duchesse et s'emparer de ses richesses. Sauf que Valdrova a tout de suite percé à jour toute cette cupidité. Ferdinand se rend compte de l'arrogance du prince alors que Ruri fonce droit sur lui. Coincé au sol, Ferda lève les yeux vers la servante dragon de Valdrova. Elle le regarde de haut avec un pur dégoût, le traitant de simple humain minable et trompeur. La servante l'a accusé d'essayer de tromper sa maîtresse et lui a demandé s'il voulait finir exactement comme le troisième prince, cloué au sol et impuissant. Le garçon pouvait à peine reprendre son souffle sous le poids de cette menace. Même en suffocant et en grave danger, il esquisse un léger sourire, totalement intrépide, et en regardant la servante droit dans les yeux, il fait un vœu solennel. Le jeune homme donne son nom complet et jure qu'il n'y a pas la moindre once de tromperie dans ses intentions. Ferda déclare que personne ne l'a forcé à venir ici et qu'il ne cherche aucun gain personnel dans cette affaire. Dans ses pensées, il se souvient de sa vie passée. Quand elle a offert son propre cœur juste pour sauver un égoïste comme lui. Cette fois-ci, les choses allaient être complètement différentes. Avec une lumière chaleureuse brillant autour de ses mains, le héros a déclaré qu'il était là en tant qu'homme qui se tiendrait aux côtés de Valdrova et deviendrait son fiancé. Le jeune homme insiste sur sa déclaration en indiquant très clairement qu'il est là pour être le fiancé de Valdrova. En regardant la servante droit dans les yeux, il lui dit qu'ils vont se marier tous les deux, alors elle ferait mieux de dire à sa patronne de venir lui parler directement.
La servante tremble de rage face à l'audace pure du garçon, le trouvant ridiculement insolent. Furieuse, elle se jette sur Ferda en lui hurlant dessus pour avoir débité des absurdités pareilles. Juste avant de porter le coup, la servante se fige en plein vol comme si elle obéissait à un ordre soudain. La servante s'excuse et part transmettre la déclaration audacieuse de Ferda à sa maîtresse. Debout devant sa maîtresse, la servante a répété les mots exacts de Ferdinand sur le fait de venir ici pour devenir le fiancé de la grande-duchesse. S'agenouillant sur le sol, la servante confirme que le garçon a prononcé ces mots précis. Juste après ça, Rury termine en faisant l'éloge de la puissance écrasante de sa maîtresse. Surprise par le rapport, la grande-duchesse demande si c'est vraiment la vérité. La noble dragon a avoué qu'elle était curieuse de voir quel genre de personne aurait le culot d'aller aussi loin avec de tels mots. Valdrova demande à la servante quelle a été sa première impression du jeune homme. La servante répond qu'il ressemblait à un humain pathétique, mourant presque d'épuisement juste pour atteindre le château. Sans hésiter une seconde, elle suggère de l'éliminer, mais est coupée quand on l'appelle par son nom. Troublée, la servante s'excuse et admet que le garçon est plutôt mignon, mais sa dame souligne qu'elle ne posait pas de questions sur son apparence. La servante se tait et boude, amère que ses observations aient été balayées, laissant échapper un long soupir. La servante finit par admettre que le jeune humain sortait carrément de l'ordinaire. Elle explique qu'en tant que descendante de dragon, effrayer les mortels était d'habitude un jeu d'enfant, mais que ce garçon était une exception de taille. Même lorsque la servante a libéré son énergie pour l'intimider, le héros n'a pas montré la moindre once de peur. Pour cette raison, elle en a conclu qu'il serait plus que capable d'affronter la grande-duchesse en personne sans broncher. En entendant cela, la grande-duchesse laisse échapper un petit rire qui prend la servante complètement au dépourvu. La noble dragon a fait remarquer qu'elle trouvait ça génial, laissant la servante bouche bée face à sa réaction. Elle cherchait un humain qui pourrait réellement soutenir son regard sans paniquer en sa présence, légèrement soulagée. Valdrova a souri en réalisant qu'elle pourrait enfin interagir avec quelqu'un comme une personne normale. Rury a trouvé ce choix de mots étrange et cesse de demander si sa dame s'attendait vraiment à une relation normale avec un mortel. Face à la confirmation décontractée de la grande-duchesse, la servante a simplement accepté la réponse en silence. De retour dans le couloir du château, Rury est réapparu et a annoncé à Ferdinand que sa dame avait décidé d'aller de l'avant avec les fiançailles. Ensuite, la servante a commencé à le guider à travers les couloirs du domaine jusqu'à la chambre réservée aux invités. En entrant dans la chambre luxueuse et soignée, Ferdinand a remarqué que l'endroit était bien plus propre et mieux entretenu qu'il ne l'avait imaginé. Complimentant la propreté immaculée de la pièce, le garçon a demandé qui s'occupait de tout l'entretien par ici. Choqué d'apprendre que la servante faisait tout le travail toute seule, Rury a souligné qu'elle était la seule et unique servante de la grande-duchesse, en s'assurant de qualifier Ferda de simple invité. Le garçon trouvait bizarre d'être traité comme un invité plutôt que comme un fiancé, mais la servante lui a rappelé que la cérémonie n'avait pas encore eu lieu, alors il n'était toujours qu'un invité. Râlant qu'elle détestait les humains, la servante a affiché une hostilité totale, ce qui a poussé Ferda à la comparer mentalement à un chien de garde protecteur, en demandant de laisser de côté les disputes inutiles sur les titres. Le jeune homme a demandé quand la cérémonie de fiançailles aurait lieu. La servante l'a informé que l'événement était prévu dans un mois. Elle a expliqué que la cérémonie serait simple et privée, en plein cœur du sanctuaire de la grande-duchesse, avec seulement eux trois de présents. Comprenant la situation, Ferda a simplement hoché la tête en silence. En y réfléchissant, le garçon s'est dit qu'un mois serait largement suffisant pour se préparer. La servante a continué à l'observer les bras croisés, gardant ses yeux pleins de soupçons rivés sur lui. Rury l'avertit qu'une rupture des fiançailles ne serait pas sans conséquence, puisque ce délai d'un mois était spécifiquement prévu pour qu'il prouve sa valeur. En pointant son doigt directement sur le garçon, elle a déclaré que le partenaire d'une grande souveraine avait besoin d'une réputation à la hauteur. Elle a exigé qu'il prouve qu'il avait toutes les qualifications requises pour devenir le fiancé de la grande-duchesse. Réalisant les lourdes exigences de la servante, Ferda soupira. Voyant que se marier n'allait pas être une tâche facile non plus, le garçon demanda si cette exigence venait de sa maîtresse, mais la servante admit que c'était sa propre décision, l'amenant à se demander si une servante avait l'autorité de sortir des règles pareilles de nulle part. La servante cesse de justifier en disant que la grande-duchesse avait le cœur bien trop tendre et laisserait tout passer, raison pour laquelle elle prenait sur elle de mettre le garçon à l'épreuve. La servante a continué d'exiger qu'il prouve que même son corps frêle recelait un véritable potentiel. Elle a prévenu que s'il n'était même pas capable de montrer ça, personne ne le reconnaîtrait comme le véritable partenaire de la grande-duchesse, peu importe son titre de fiancé. Écoutant attentivement tout cela, Ferda a réfléchi à la situation en silence. Au fond de lui, le garçon a reconnu que sa fiancée avait une incroyable alliée de son côté. Même si elle ne l'aimait pas, la servante faisait passer le bien-être de sa dame avant tout et avait identifié exactement ce que son futur partenaire devait apporter. En se rappelant la fin tragique de sa vie passée, le garçon cesse de demander pourquoi une servante aussi loyale n'était pas aux côtés de Valdrova dans ses derniers instants. Ferdinand demande s'il doit devenir l'empereur juste pour la satisfaire, mais la servante répond qu'il doit simplement atteindre un niveau où les autres dirigeants ne peuvent plus le mépriser. Le garçon se moque de sa réponse, se rendant compte que cela exige un potentiel qui pourrait éclipser même celui d'un empereur. Malgré la folie de la chose,
il se contente de sourire et accepte le défi sans broncher. Déconcertée par son attitude détendue, la servante lui demande pourquoi il est si calme face à une exigence aussi absurde. Agacée, elle lui demande s'il sous-estime les dragons ou s'il a simplement perdu la tête, mais il répond calmement que ce n'est ni l'un ni l'autre. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et promet que dans un mois, il aura un sérieux pouvoir pour appuyer ses dires. Debout en silence, la servante est intriguée et se demande d'où ce simple humain tire une telle confiance en lui. La nuit tombe et le château s'illumine sous la lumière de la pleine lune. Seul dans sa chambre, le gamin repense au fait de devoir prouver son potentiel, sachant que son corps actuel n'a pas vraiment de grandes capacités. Cependant, les mages sont rares sur ce continent. De plus, il a déjà atteint le 8e cercle magique dans sa vie passée. Le jeune homme est convaincu qu'avec ses souvenirs d'autrefois, il pourrait à nouveau éveiller sa magie. Pour un mage, la création du premier cercle est l'étape la plus critique, car elle établit la structure de tout le circuit de mana. Le cercle bleu formé par la méditation prenait du temps, mais offrait une voie sûre que la plupart des gens choisissaient. En revanche, le cercle rouge naissait d'émotions sauvages et intenses. Même s'il offrait un énorme avantage de départ, cette magie rongeait l'esprit et rendait fou, exactement comme ce qui est arrivé à notre héros dans le passé quand il n'était nourri que par la haine. Le gamin savait qu'il deviendrait super fort beaucoup plus vite s'il empruntait à nouveau ce même chemin rempli de rancœur, mais il prend la décision de ne pas répéter les mêmes erreurs. Cette fois, il allait faire les choses de manière totalement différente, en gardant le contrôle pour ne pas se perdre. Une semaine s'écoula au château. Assis sur le sol de sa chambre, le jeune homme gardait une posture solide tout en méditant paisiblement. Il se concentre et essaie de canaliser l'énergie mystique pour former ce cercle bleu. L'énergie s'évapore dans les airs et Ferda pousse un lourd soupir en réalisant qu'il a échoué. Créer un cercle bleu prend généralement des années. Il espérait que ses souvenirs accéléreraient les choses, mais c'est très différent de la magie rouge, ce qui l'inquiète quant au peu de temps qu'il lui reste. La servante entre dans la pièce avec un plateau et lui demande s'il est prêt. Pendant qu'il mange sa soupe, Rhea lui fait remarquer que ses progrès n'ont pas avancé d'un pouce. Ferdinand lui répond calmement que les résultats viennent avec la persévérance, tandis que la mage se contente de le fixer en silence. Intérieurement, il sait qu'il est coincé et se rend compte qu'il a besoin d'une nouvelle approche. Soudain, Rai se concentre et active violemment son système secret, Boutin Brumble. Lorsqu'il demande ce qui cause toutes ces secousses, Ruri explique que sa maîtresse est sortie pour s'occuper d'une invasion de monstres. Curieux, il creuse le sujet et la servante explique que la grande duchesse extermine les bêtes venant des terres démoniaques de l'Est. Entendre parler des combats de Valdrova pousse Ferdinand à réfléchir à toute la situation. Ferdinand regarde Ruri droit dans les yeux et dit qu'il veut voir ce combat de plus près. La servante rejette l'idée instantanément, alors le jeune homme demande pourquoi. Elle le prévient qu'un esprit humain normal ne pourrait jamais supporter la terreur absolue et l'intensité d'un combat de niveau dragon. Ruri plaisante aussi en disant qu'il ferait mieux d'éviter la honte de mouiller son pantalon avant les fiançailles. Le jeune homme tape du poing sur la table, rejette fermement son conseil et se lève. Le gamin insiste sur le fait qu'assister à la bataille est de son devoir, et il met un point d'honneur à la voir de ses propres yeux. Voyant à quel point il est déterminé, la mage déploie ses ailes. Notre héros vole vers le champ de bataille, porté à travers le ciel par Ruri. En touchant le sol, la servante annonce qu'ils sont arrivés à destination. Furti à la nausée juste après ce vol ultra rapide. L'estomac noué, le gamin entend la servante lui dire de ne pas la regarder. Elle lui ordonne de sortir et de regarder devant lui. Le jeune homme porte son regard au loin et aperçoit une violente tempête d'énergie sombre engloutissant totalement l'horizon. Le gamin se fige sur place en fixant le chaos absolu devant lui. En plein cœur de tout cela, des créatures venimeuses et des serpents géants se tordent là où Valdrova se bat. Les monstres s'affrontent violemment, créant des ondes de choc et semant la destruction dans toute la zone. Un immense dragon rouge émerge à travers les flammes, écrasant ses ennemis à tour de bras. Les bêtes monstrueuses font face à la fureur brute de la créature draconique. Se donnant à fond, Valdrova attrape un serpent géant. Le dragon enfonce ses griffes et anéantit la bête. Un instant plus tard, elle terrasse un autre ennemi avec ses crocs acérés comme des rasoirs. Valdrova s'envole dans le ciel et déchaîne un souffle de feu droit sur le sol, calcinant chaque menace en un instant. Ruri reste debout, imperturbable face aux intenses rafales de vent provoquées par l'attaque. La grande duchesse pousse un rugissement tonitruant qui résonne partout. Depuis le sommet de la montagne, la bête envoie une énorme onde de pression déferlée sur la terre. La force pure de ce rugissement fait grogner de douleur le gamin qui tente de résister à cette pression écrasante. Mis à genoux, Ferda est époustouflé en subissant de si près la puissance insensée de ce rugissement de dragon. Ce pouvoir terrifiant domine complètement toute la zone. En regardant le jeune homme trembler et lutter pour reprendre son souffle, la servante lui demande s'il comprend enfin la gravité de la situation. Elle souligne à quel point il est ridicule pour un simple humain d'essayer de se lier à une créature aussi puissante qu'un dragon, en montrant du doigt la bête imposante enveloppée de flammes. Elle déclare que c'est là la véritable forme de la créature censée être sa partenaire. Ruri remarque que la main du gamin tremble de manière incontrôlable sur l'herbe. Elle admet qu'elle l'avait vu venir, rappelant que c'était la raison exacte pour laquelle elle l'avait prévenu. La servante explique que l'essence d'un dragon rouge porte en elle une dangereuse nature primitive. C'est un pouvoir violent et incontrôlable qui réclame une destruction constante rien que pour exister. Elle insiste sur le fait que cet instinct destructeur est inné à leur espèce,
et que la seule volonté du gamin ne suffira jamais pour y résister. La servante affirme avec une conviction absolue que les humains et les dragons ne pourront jamais vivre en harmonie. Ruri est persuadé que ce retour à la réalité fera comprendre à sa maîtresse à quel point il est vain de rêver d'une vie avec un mortel. Cependant, à sa grande surprise, un sourire commence à se dessiner sur le visage du gamin. Regardant l'horizon avec une pure fascination, le jeune homme murmure que c'était totalement incroyable. La servante est confuse, réalisant qu'il n'était pas du tout terrifié, mais plutôt émerveillé par ce qu'il venait de voir. Le regardant bizarrement, elle se demande si le gamin a complètement perdu la tête. La nuit s'installe doucement sur le château. Allongé dans son lit, le gamin repense à tout ce dont il a été témoin ce jour-là. Le corps endolori, il pouvait encore ressentir le lourd poids de l'aura draconique et le souffle de ce rugissement. Ruri l'a ramené sain et sauf pour qu'il se repose dans sa chambre. Seul dans son lit, Ferdinand pensait que c'était un miracle d'être rentré en un seul morceau, mais il s'inquiète d'avoir perdu toute une journée sans construire son circuit magique. Et puis il se demande pourquoi il tenait tant à assister à cette bataille en premier lieu. Le gamin repasse le combat dans son esprit, analysant le moindre détail, et soudain, c'est le déclic. Cette scène de Valdrova combattant les bêtes a révélé quelque chose que notre héros n'avait pas remarqué auparavant. Même si le dragon était occupé à détruire ces monstres, sous toute cette nature sauvage et brutale se cachait une vérité profonde que personne n'avait vu venir. Toute cette destruction n'était que la façon qu'avait la duchesse de protéger les êtres qui lui sont chers. En assimilant tout cela, Ferda réalise que Valdrova était une guerrière écarlate qui avait choisi de suivre une voie difficile. Captivé par cela, un profond sentiment d'admiration gonfle dans la poitrine du gamin. Juste à ce moment-là, une nouvelle sensation commence à pulser intensément dans tout son corps. Surpris par l'énergie rouge qui fait surface, le jeune homme comprend qu'un cercle est sur le point de se former. Il repousse l'énergie afin de ne pas répéter les erreurs de son passé au milieu de la confusion mentale. Ferda essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Dans son esprit, l'image de cette noble guerrière rouge surgit jusqu'à ce qu'il réalise que plus il repense au combat de Valdrova, plus son circuit de mana devient pur, émanant d'un sentiment qui ne naît ni de la colère ni de la vengeance. Sentant cette douce énergie se répandre en lui, le gamin essaie de trouver un nom à ce sentiment. Le sentiment est si délicat qu'il sait qu'il s'estompera s'il perd sa concentration ne serait-ce qu'une seconde. S'immergeant complètement dans cette nouvelle émotion, il commença à rassembler du mana autour de ses mains. Une lumière vive et éclatante commença à apparaître alors qu'il guidait le flux de pouvoir. Mentalement, il ordonne à l'énergie de se condenser et de tourner de plus en plus vite jusqu'à réussir à former un cercle parfait, et à cet instant précis, le gamin a la certitude que cette fois tout sera différent, juste après avoir juré de ne jamais répéter les erreurs de son passé. Le lendemain matin, la servante est totalement choquée de découvrir que Ferda a éveillé son circuit de mana en une seule nuit. La servante lui demande comment il a réussi cet exploit, vu qu'un humain normal ne s'éveillerait jamais aussi vite. Le jeune homme répond qu'il y est parvenu précisément parce qu'il n'est pas une personne ordinaire, et lui demande ce qu'elle pense de ses progrès. Ruri admet qu'il atteint désormais le strict minimum requis, mais notre héros rétorque qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Après le repas, Ferdinand demande s'il y a un endroit à proximité pour pratiquer la magie. Peu de temps après, une zone d'entraînement extérieure est aménagée avec plusieurs cibles. Le sol est nettoyé. Après avoir balayé, la servante montre fièrement l'espace et annonce qu'elle a tout préparé exactement comme notre héros l'a demandé. Impressionné, Ferdinand loue son travail et la rapidité avec laquelle elle a mis sur pied un terrain d'entraînement complet en un rien de temps. Marie demande pourquoi il n'a voulu que des cibles basiques au lieu d'objets magiques coûteux, et le jeune homme explique qu'il veut pratiquer son contrôle du mana pour ne pas gaspiller d'énergie pour rien. Confuse, la servante répond que les dragons ne rencontrent jamais ce genre de problème avec le mana. Pour elle, s'entraîner à une telle chose revient à apprendre à quelqu'un comment respirer. La servante mentionne que ses semblables trouvent cette méthode bien trop basique, et notre héros lui demande si elle est du même avis. Rory acquiesce, soulignant qu'elle est une fille de dragon. Face à sa réaction, le jeune homme demande si les personnes nées avec des dons naturels ne comprennent tout simplement jamais le dur labeur des autres. Rory demande si elle peut observer son entraînement, et Ferdinand répond qu'elle le peut si ça lui plaît de regarder quelqu'un s'entraîner à respirer. Debout près des cibles, le jeune homme ferme les yeux pour se concentrer et rassembler son énergie. Le contrôle du mana repose sur la stabilité d'un cercle bleu, mais le sien est rouge. Il doit donc pousser ses émotions à l'extrême tout en gardant le contrôle total, outrepassant la contradiction du cercle rouge pour maîtriser ce pouvoir. Dans sa vie antérieure, il lui a fallu 1 an pour transformer son mana en une violente déferlante et une autre année pour former une seule sphère. Mais cette même boule d'énergie, qui lui avait coûté tant d'efforts à l'époque, ne lui prend plus que 2 minutes à créer. Jusqu'à ce qu'une sphère rouge ultra concentrée apparaisse, laissant la servante sans voix face à cette sphère parfaite, incapable de croire qu'il a maîtrisé le contrôle du mana dès son premier essai. Juste après cela, le protagoniste parvient à former 3 sphères rougeâtres d'énergie pure. Il vise les cibles et donne l'ordre de tirer. Le tir magique fend l'air et frappe la cible dans un grand fracas. L'explosion frappe la cible de plein fouet. En voyant les résultats, le jeune homme note avec satisfaction que la structure de la cible a résisté à la puissance du tir. La servante observe en silence, retenant le moindre de ses mouvements. Plus tard, dans une grotte, Ruri termine son rapport à Valdrova,
qui loue le travail de sa servante et se montre impressionné par l'éveil rapide de Ferda. La grande-duchesse a admis qu'elle ne connaissait pas grand-chose au mage humain et a demandé l'opinion sincère de sa servante. La servante a révélé que le comportement du héros était bien trop parfait et irréprochable, ce qui le rendait suspect et dangereux. Rory avance qu'aucun humain ne pourrait atteindre un tel niveau sans faire d'erreur, et soupçonne le jeune homme de cacher un secret. Valdrova plaisante en disant qu'il doit être extraordinaire pour recevoir autant d'éloges, et la servante admet à contre-cœur que c'est vrai. La grande-duchesse dit à sa servante de se détendre, affirmant que Ferda a déjà prouvé ses véritables motivations, et décide de lui faire confiance. Inquiète, Verès est souvenue à quel point sa maîtresse avait déjà trop souffert aux mains des humains par le passé. Voyant sa maîtresse prête à nouer de nouveaux liens, elle décide de la protéger et de tester les véritables intentions du héros. Pile à cet instant, une idée a germé dans l'esprit de la servante. Saisissant l'occasion, Rory suggère à Valdrova de confier une tâche spéciale au jeune homme. Surprise, la grande-duchesse demande si la servante fait référence à cette affaire bien précise. Quelque temps plus tard, Ferdinand apparaît vêtu d'une tenue noble, la posture impeccable, pour débuter sa réunion. Rassemblés autour d'une table ronde, les nobles de l'Alliance de l'Est discutent avec curiosité de la convocation de la grande-duchesse. Un vieux seigneur se plaint de devoir assister à une réunion en plein milieu des problèmes de monstres, mais un autre fait remarquer que le nouveau fiancé est en route. La nouvelle prend tout le monde de court et les nobles commencent à se moquer de ses fiançailles, rappelant que le jeune homme est le troisième fils de la famille Rasnova. Les moqueries sur le passé du garçon commencent à se répandre, surtout parce qu'il est considéré comme un bon à rien incapable de se battre. Le comte Singer, qui préside la table, minimise la situation en affirmant que le gamin ne fera pas long feu ici de toute façon. Il prédit que le jeune homme finira tôt ou tard par se faire mâcher et recracher par la grande-duchesse, ce que tout le monde autour de la table approuve. Et juste à cet instant, les portes du hall s'ouvrent à la volée, annonçant l'entrée de Ferta. Juste après, il entre nonchalamment dans la salle de réunion. Avant son rendez-vous avec les nobles, Ferdinand ne voyait pas l'intérêt de rencontrer les seigneurs locaux, mais la servante l'a vite prévenu que cette tâche était inévitable, lui demandant s'il connaissait la vraie raison derrière le titre de grande-duchesse de sa maîtresse. Le jeune homme a confirmé le savoir, se rappelant parfaitement l'histoire de la façon dont sa fiancée avait affronté les forces du roi démon, une guerre épique au cours de laquelle Valdrova a vaincu le légendaire dragon noir Godwyn, sauvant ainsi tout le royaume. En récompense de son exploit, l'Empire lui a accordé ce titre et la direction du territoire de l'Est. La servante a alors expliqué le point le plus important. Pendant que Valdrova s'occupait de la ligne de front et éliminait les monstres, il incombait au fiancé de gérer le territoire et de diriger les nobles. Elle a conclu en disant que la répartition était simple. La grande-duchesse menait les batailles, et il gérait la politique. Comprenant le message, Frode a plaisanté sur la situation, disant sarcastiquement que son travail consisterait en gros à jouer le rôle d'intendant pour s'occuper des lieux. Au fond de lui, il a compris que c'était un test, voyant que la servante ne lui faisait toujours pas confiance, mais il a relevé le défi malgré tout et s'est rendu à la réunion. De retour dans le présent, Fuert se présente à l'assemblée comme le futur partenaire de la grande-duchesse Valdrova. D'un ton glacial, le jeune homme leur demande directement comment il doit s'adresser à chacun de ses seigneurs à partir de maintenant. L'attitude ferme du jeune homme prend tout le monde par surprise, montrant très clairement que c'est lui qui mène la conversation. Le noble le plus influent de la table sourit et rappelle à tous que son seul devoir est de servir la grande-duchesse. Le comte déclare qu'il est tout à fait naturel de respecter son fiancé, mais souligne que d'autres facteurs entrent en jeu. Il s'assure d'insister sur le fait que tous les dirigeants présents juraient déjà loyauté à l'Empire bien avant sa naissance. Les vétérans suggèrent que le fiancé devrait faire preuve de courtoisie envers ses aînés, et d'autres approuvent ses dires. Imperturbable, Ferdinand insiste et demande s'il doit les traiter avec respect ou comme des subordonnés. Avec un regard noir, le jeune homme exige une réponse claire. Fini de tourner autour du pot. Sous la pression, le comte cède et admet que le fiancé de la grande-duchesse doit bel et bien les traiter comme des subordonnés. Leur rôle étant établi, le jeune homme leur fait savoir qu'il ne se mêlera pas de la gestion des terres, qu'il fasse du bon travail ou qu'il exploite le peuple. Furieux d'être accusé d'exploiter son propre peuple, l'un des nobles frappe du poing sur la table. Frode lève la main en signe d'excuse, affirmant qu'il a simplement fait un petit lapsus. Agacé par ces moqueries, l'homme rétorque que maintenant il comprend pourquoi il a été rejeté par sa propre famille. Pointant du doigt, le noble hurle que le jeune homme n'est qu'un mage de premier cercle sans valeur, tandis qu'il est un éminent mage de quatrième cercle. Face à toute cette hostilité, Furtigi répond calmement qu'un quatrième cercle, ce n'est pas si mal. La réaction indifférente du protagoniste rend Demant fou de rage. Le noble prend comme une insulte le fait qu'un mage de quatrième cercle redouté pour sa puissance soit mis au défi par quelqu'un de faible. Le seigneur prépare une attaque dans le but de lui donner une leçon, mais Furna lève la main pour l'arrêter avant de formuler une proposition. Le jeune homme défie son adversaire dans un duel frontal, proposant de tester leurs compétences lors d'un affrontement officiel. La nouvelle d'un duel entre un mage de premier cercle et un mage de quatrième cercle a rapidement attiré l'attention de tous dans l'arène. Les nobles pensaient que l'issue était évidente et se réjouissaient de voir le jeune homme recevoir une leçon impitoyable. Rory observait la scène en silence depuis un coin de la salle. Au centre de l'arène, les deux combattants se font face. Calme, le protagoniste demande quelle magie son adversaire a l'intention d'utiliser.
L'homme s'agace de la question, trouvant ridicule de révéler sa technique. Pensant que le gamin a peur, il sourit d'un air moqueur et lui offre une chance de déclarer forfait. Le rival le prévient alors qu'il va utiliser l'explosion magique, un sort de 4e niveau. La foule halète, sachant qu'il s'agit d'un sort dévastateur. Imperturbable, Frode répond calmement qu'il ne sait utiliser que le tir de mana. L'homme rigole face à une attaque aussi basique, mais le jeune homme lui assure qu'il ne perdra pas. Le jeune homme le prévient qu'il comprend la magie bien mieux que son adversaire ne pourrait jamais l'imaginer. Enragé, le noble hurle et commence à rassembler sa puissance. Le cercle de magie s'étend dans les airs, et l'homme jure de faire disparaître le gamin. En observant la fureur de son rival, Ferda remarque qu'il puise dans la puissance du cercle rouge. Pris de pitié face au manque de contrôle de son adversaire, le jeune homme tire ses sphères d'énergie. Les yeux du rival s'écarquillent de panique lorsqu'il voit où se dirigent les tirs. Contrôlant son attaque à la perfection, le protagoniste sait que le combat est déjà terminé. Les sphères frappent directement les points faibles du cercle de magie de son adversaire. Stupéfait, l'homme remarque que l'attaque visait la structure du sort, et non sa personne. Les points faibles précis ayant été touchés, le cercle de magie de son adversaire se fissure et vole en éclats. La magie se dissipe dans un éclair de lumière, annulant instantanément l'attaque du noble. Paniqué, l'homme recule, totalement perdu quant à la façon dont son attaque a pu être complètement détruite. À genoux, il n'arrive même pas à croire qu'une telle compétence puisse venir d'un mage débutant. Il sait qu'annuler un sort en plein vol est extrêmement difficile, même pour des mages de haut niveau. Les mains tremblantes au sol, le noble se retrouve complètement à court d'énergie. Soufflé par l'impact du sort annulé, il parvient à peine à se tenir debout. Le rival réalise qu'il vient de subir une cuisante défaite totale. Fernandez s'approche de son adversaire et lui demande s'il est prêt à abandonner. Fixant le sol, sa fierté totalement anéantie, le noble bégaye sa réponse et avoue rapidement qu'il voulait juste devenir un mage plus fort. Se prosternant à plat ventre sur le sol, l'homme accepte la défaite et supplie le gamin de le prendre comme élève. La foule tombe dans un silence de mort sous le choc, voyant un mage aussi puissant s'incliner devant un jeune garçon. Un noble soupçonne que notre héros a reçu l'aide de sa servante, mais Ruri surgit juste derrière lui, menaçant de lui crever les yeux. Tendant la main, Ferdinand complimente la force de son rival et la puissance de combat de la région. Touché par ses louanges, l'homme répond que ce sera un honneur de servir le futur mari de la grande duchesse. Réalisant qu'il vient de la capitale, le garçon lui demande son nom et il se présente sous le nom de Tessalo. En entendant ce nom, Ferdinand se rappelle de lui, laissant le noble extrêmement surpris d'être reconnu. Le fixant droit dans les yeux, le jeune homme révèle qu'il le connaît très bien et qu'il était son bienfaiteur à l'époque. Confus, Tessalo essaie de comprendre quand ils se sont rencontrés, tandis que notre héros lui tapote le front du doigt. Sans lui laisser une seconde pour réagir, le garçon déclenche une décharge de mana à bout portant. Le sort frappe l'homme de plein fouet, et tout le public cède à la panique face à ce qui vient de se passer. Le garçon reste complètement de marbre, même avec le noble gisant inerte sur le sol. Notre héros dit qu'il ne pouvait pas le laisser en vie, tout ça pour protéger sa fiancée. Finalement, un lourd silence envahit toute la pièce. Il venait littéralement d'éliminer un noble de haut rang sous les yeux de tout le monde. Les autres dirigeants paniquent de pure terreur face à une action d'un tel sang-froid. Tout le monde se plaint que le match était déjà terminé et que c'était un coup bas. Malgré tout, pas un seul noble n'a le courage de s'opposer aux garçons. S'avançant calmement vers eux, le héros leur demande pourquoi ils sont tous si tendus. Il leur dit de se calmer, affirmant que cet homme devait disparaître pour ne pas attirer des nuits à la grande duchesse. Le vieux comte est complètement perdu, vu que les deux hommes se connaissaient à peine. Ferdinand explique que la grande duchesse veut que tout le monde vive en paix. Il souligne qu'elle se bat pour l'humanité et que Tessalo allait détruire cette paix. Le garçon admet que le crime de cet homme n'allait se produire que dans le futur, laissant tous les dirigeants perplexes. Tout le monde est terrifié de voir qu'il a éliminé quelqu'un pour une chose qui ne s'est même pas encore produite. Lançant un regard noir au noble, le jeune homme les avertit froidement qu'ils se fichent de ce qu'ils feront à l'avenir. Un peu plus tard, une calèche redescendait la route en direction du château. À l'intérieur du véhicule, le garçon s'affale sur son siège, complètement vidé après la réunion. Se tenant la tête de douleur, son esprit tourne à cause de l'épuisement pur. Il ne s'attendait pas à croiser ce vautour de Tessalo là-bas, et ce sort a consumé tout son mana. Pour empirer les choses, le balancement de la calèche donne au jeune homme un terrible mal des transports. Ruri fait remarquer avec sarcasme qu'abattre un noble fidèle ne fait que rendre les choses bien plus difficiles. Le garçon demande si elle parle vraiment de Tessalo, et la servante le confirme. Ferda en doute et demande si l'ancien seigneur avait vraiment une si bonne réputation. La servante explique que ce noble équilibrait parfaitement l'honnêteté et la corruption pour la région, contrairement aux autres dirigeants qui se contentaient de voler alors que la frontière s'effondrait. Même dans ce chaos total, notre héros affirme que les fiançailles sont toujours d'actualité. Puisqu'il avait plus de raisons qu'il n'en faut pour en finir avec cet homme, appuyant sa tête sur sa main, il se souvient du vrai visage de ce seigneur. Regardant le sac en toile de jute à côté de lui, Ferda revit des souvenirs de l'autre ligne temporelle. Il savait qu'à cet instant précis, le noble commettait un crime grave dans son domaine. En arrivant au domaine, un majordome les accueille. Le serviteur dit que le maître n'est pas là, mais le jeune homme lui fait savoir qu'il appartient déjà au passé. Tendant le sac en toile de jute au vieil homme terrifié,
le garçon lui dit de le tenir. Ruri lui dit d'accrocher le paquet au portail, laissant le majordome totalement confus. Ouvrant le sac, le vieil homme se fiche d'horreur en voyant la tête tranchée de son patron. Un cri de terreur absolue résonne à travers tout le domaine. Déjà dans la chambre du seigneur, Ruri plaisante en disant que leur fouille ressemble à un cambriolage. Elle espère qu'ils trouveront des preuves contre le défunt seigneur, et le héros lui rappelle qu'elle est aussi complice. Agacée, la servante se plaint, mais le garçon parvient à trouver un passage secret. Il passe la main sur le plancher en bois, à la recherche du bouton d'ouverture. La servante s'avance et dit au jeune homme de s'éloigner de l'entrée. À bout de patience, elle serre le poing pour régler ça par la force brute. D'un coup de poing puissant, la fille fracasse le bois. Regardant le trou en bas, elle annonce calmement que la voie est libre. Tous deux descendent les escaliers en pierre vers le sous-sol. Dès qu'ils y mettent les pieds, tous deux se couvrent le nez pour bloquer l'odeur épouvantable. Juste devant eux se trouve un laboratoire secret rempli de personnes et de monstres. C'était la preuve évidente d'un lien avec les adorateurs de démons. Cela prouvait que le défunt noble utilisait la magie noire pour gagner en puissance. En regardant les cobayes en cage, Ferda aperçoit des soldats mélangés aux monstres. Voir une telle cruauté fait trembler Ruri de rage. Juste après avoir déclaré qu'aider les démons est un crime majeur, la fille demande, curieuse, comment le héros savait même que cet endroit existait. Sans répondre, notre héros se concentre sur les papiers qu'il trouve sur les étagères. Le document montre une méthode secrète pour générer de l'énergie magique. Dans ses souvenirs, Ferdinand se rappelle que Thessalo avait expliqué le secret. Cet homme avait mentionné que l'énergie des monstres est puissante mais extrêmement nocive pour les humains. Il avait aussi affirmé que copier sa méthode permettrait d'obtenir du mana pur sans interruption. Malgré cela, le seigneur se réjouissait que ça lui donne un pouvoir démesuré et sans limite. Le gars voulait utiliser les monstres pour se venger de ceux qu'il avait chassés de la capitale. Mais alors que le méchant se réjouissait, Ferda s'était faufilé discrètement par derrière et l'avait éliminé pour voler ses recherches et prendre sa propre revanche. De retour dans le présent, le jeune homme regarde le papier qu'il a rendu si fort dans sa vie passée. Il sait que ce document l'aidera à monter en puissance rapidement, mais il hésite. La servante dit qu'avoir ce papier entre les mains est l'occasion parfaite de devenir super puissant. Elle félicite notre héros, ajoutant que de toute façon, ce document ne manquera à personne. Cependant, Ferda refuse l'offre sur le champ. Rendant les papiers à Ruri, le garçon lui ordonne de tout brûler. Choqué, la servante lui demande pourquoi il refuserait un tel pouvoir. Ferdinand sait que ses recherches sont incroyables, mais il n'y voit aucun intérêt. Puisqu'il sait que c'est cette même magie noire qui a blessé Valdrova à l'époque, il décide de tout détruire. Avec un regard déterminé, le héros demande à sa servante de réduire tout le laboratoire en cendres. Après un moment de silence, la servante répond qu'elle exécutera sa demande sans problème, jusqu'à ce que des flammes bleues intenses commencent à consumer les papiers en un instant. Alors que le feu se propage dans le labo, Ferdinand réfléchit à la façon dont la magie porte les émotions de celui qui l'utilise. La véritable essence d'un mage en dit long sur son pouvoir, et la magie de Thessalo était animée par la haine et la rancœur. Le seigneur possédait aussi un cercle rouge alimenté par la même envie et la même rage qui nourrissait notre garçon autrefois. S'il utilisait cette magie, notre héros serait à nouveau englouti par ses sombres sentiments, alors il abandonne complètement cette voie. Déterminé à laisser son passé derrière lui pour de bon, il tourne le dos à cette version de lui-même qui ne vivait que pour la haine. Et en regardant les flammes bleues dévorer la pièce, Ferda lâche avec un léger sourire que l'endroit brûle drôlement bien. Ruri regarde le garçon d'un air méfiant, pensant qu'il est bien trop imprévisible et pas assez digne de confiance pour se tenir aux côtés de sa maîtresse. Elle soupire et lui dit de se dépêcher et de sortir de ce sous-sol. La servante plaisante en disant que se pointer à ses propres fiançailles en puant est vraiment craignos, ce qui fait réaliser à notre héros que le grand jour est enfin là. Le jour des fiançailles, le soleil brille de mille feux sur le château. Dans les couloirs, Ruri lui demande s'il a terminé ses vœux, et Ferda confirme que c'est fait. Vêtu d'un élégant costume blanc, le jeune homme se dit qu'écrire ses propres vœux est plutôt romantique au fond. La servante se plaint, trouvant totalement ridicule que les fiançailles aient lieu dans une banale vieille grotte. En voyant sa réaction, le garçon réalise que la servante veut seulement le meilleur pour sa maîtresse. Ruri lui lance un regard noir et lui dit de ne pas froisser ses vêtements. Tandis que Ferda encaisse la réprimande en silence, changeant de sujet puisque tout semblait plutôt calme, le jeune homme pose des questions sur le Grand-Duché. Le garçon déclare qu'aucun des nobles de la Réunion n'est fait pour le combat, et la servante complimente son œil aiguisé. Elle explique qu'un manque total de responsabilité a permis aux nobles de Seine mettre plein les poches sur le dos du peuple, et que tout soulèvement public a été écrasé par la force militaire, créant une ambiance ultra tendue dans toute la région. Trouvant que c'est un énorme problème, Ferdinand demande pourquoi la grande-duchesse ne règle pas simplement la situation. Jouant la mystérieuse, Ruri lui répond qu'il comprendra pourquoi très bientôt. Dans un silence total, les deux marchent vers le lieu du rituel. En pénétrant dans la grotte, ils voient un chemin éclairé par des centaines de bougies. Debout devant les grandes portes, la servante demande au jeune homme d'attendre sa maîtresse. La cérémonie commence alors que les portes s'ouvrent et qu'une aura rouge en jaillit. L'énergie écrasante du dragon fait ressentir au garçon un poids étouffant qui l'écrase. En croisant la lueur des yeux du dragon, Ferdin se demande s'il est vraiment prêt à lui faire face. Devant la lumière de Cana, Ruri récite les vœux unissant le mortel et l'immortel.
Elle poursuit le serment, déclarant la création d'un lien éternel entre eux. La servante verse la boisson dans la coupe sur la table pour sceller le pacte. Notre héros attrape le bol des deux mains et le boit d'un trait. Il remarque que la boisson est enchantée, car l'intense pression dans l'air commence à se dissiper. Le rituel se poursuit avec Ruri qui lit la partie dédiée à la grande duchesse. Super nerveuse à propos de la cérémonie, Valdrova essaie d'attraper le bol avec ses énormes griffes, la grande duchesse finit par le renverser, et la servante leur annonce qu'ils doivent tout recommencer à zéro. Juste après, le garçon est contraint d'avaler toute la boisson cul sec lors de la deuxième tentative. Après plusieurs essais, Furty a le vertige à force de boire et perd le compte du nombre de fois qu'il a vidé le bol. Le pauvre garçon finit par atteindre sa limite absolue. La servante serre les dents de pure frustration face à la maladresse de sa maîtresse. S'excusant, Ruri se dirige d'un pas ferme vers la porte pour parler à Valdrova. Encore étourdi par toute cette boisson, Ferda reste simplement assis là, seul dans la grotte. Soudain, un cri furieux de la servante résonne dans toute la grotte. La servante lui passe un savon, lui rappelant que c'est elle qui voulait épouser un mortel en premier lieu. Elle vide son sac sur la difficulté de son travail juste pour satisfaire les caprices de sa patronne. Ruri est totalement outré que Valdrova se cache alors que son fiancé attend juste de l'autre côté. La servante hurle à nouveau, disant à la grande duchesse de se reprendre. Sortez avec un peu de courage et arrêtez de boire. Ferdin est complètement choqué de voir une servante engueuler sa propre maîtresse. De retour auprès de lui, Ruri lui demande s'il a entendu quelque chose, et il répond sarcastiquement qu'il a entendu un rugissement majestueux. En soupirant, la servante révèle que la puissante grande duchesse est en fait terrifiée par les gens. Elle explique que la mariée évite le contact humain comme la peste et ne quitte son repère que pour chasser. Notre protagoniste est scotché d'apprendre qu'une créature aussi puissante a peur de l'humanité. Il se demande comment ils vont bien pouvoir réussir ses fiançailles avec un problème aussi énorme. Pile à ce moment-là, une main en armure pousse la porte. Pour faire face à son fiancé sans paniquer, Valdrova apparaît vêtue d'une armure complète, recouverte de plaques de métal de la tête aux pieds. La grande duchesse s'agenouille juste devant son fiancé. En regardant sa bien-aimée, Ferdinand remarque qu'elle cache son visage, même si les dragons sont censés être magnifiques. Notre MC fait remarquer que sa mariée en armure semble prête pour un champ de bataille, et juste après, la servante recommence la cérémonie. Ruri verse de nouveau la boisson, en récitant les mots d'unité. La grande duchesse se prépare à boire. Pour avancer dans le rituel, Valdrova fait un geste pour ouvrir son casque. La visière se soulève, révélant ses lèvres cachées dans l'ombre de l'armure. Le cœur de Ferda s'emballe rien qu'en apercevant une infime partie du visage de sa bien-aimée. Cachée sous son casque, elle avale tout le contenu. Après avoir fini la boisson, un doux sourire se dessine sur ses lèvres. Le garçon est totalement hypnotisé par cette vision. Il se demande s'il a bu beaucoup trop. Profondément touché par l'attention de sa mariée à organiser cette cérémonie pour un simple humain, la servante attire leur attention et leur annonce qu'il est temps de réciter leurs vœux de mariage. Le garçon déplie un morceau de papier et se dit que ces mots n'avaient aucun sens avant son retour dans le passé, mais maintenant, les choses sont totalement différentes. En regardant la noble en armure, Ferda lui dit que même si elle ne le connaît pas, lui la connaît très bien. Parce que c'est elle qui lui a donné son cœur, et c'est à travers ce cœur qu'il a rencontré la vraie grande duchesse, une personne trahie et bafouée, mais qui n'a jamais oublié son devoir. Le marié poursuit ses vœux en déclarant que c'est l'acté noble de Valdrova qui l'a sauvé, puisqu'elle a accueilli celui-là même qui la détestait, n'a jamais abandonné ce qu'elle aimait et l'a remis sur le droit chemin. À la fin de son discours, il commence à prêter serment. Il a juré à la femme qui lui a offert son propre cœur qu'à cet instant, le sien lui appartenait, à elle, sa reine, la personne qui représentait tout dans sa vie. Le garçon ajoute que ces mots n'étaient pas écrits sur le papier, et il termine en disant que c'est un honneur absolu d'être fiancé à quelqu'un d'aussi magnifique qu'elle. La servante frissonne, totalement embarrassée par une telle démonstration de romance. La servante a demandé à sa maîtresse de lire ses vœux, mais la mariée est simplement restée là dans un silence de mort. Troublée par le compliment de son fiancé, la grande duchesse s'est soudainement levée. Sans dire un seul mot, elle a tourné les talons et s'est dirigée droit vers la sortie. Beaucoup trop timide pour répondre. Elle s'enfuit littéralement de ses propres fiançailles. Les portes claquent, laissant la pièce dans un silence total. Gardant son sang-froid, la servante s'est inclinée et a annoncé que la cérémonie était terminée. Ruri appelle Ferda, qui est pétrifiée sur place, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Sortie de nulle part, Ferda s'excuse et demande la permission de s'entraîner seule pendant 3 jours dans sa chambre. Quelque temps plus tard, la servante se réjouit de manière radieuse, pensant que le départ de sa maîtresse en plein rituel était un coup stratégique brillant. En allant parler à sa maîtresse, Ruri fait l'éloge de sa tactique pour faire mariner le fiancé. Même si la servante pensait que la grande duchesse maîtrisait la situation, un soupir hyper embarrassé s'est échappé de la mariée. La servante a arrêté de se réjouir dès l'instant où elle a compris que quelque chose clochait. En voyant tout cela s'effondrer, la servante a réalisé que la réaction de sa maîtresse n'était pas du tout prévue. Cachant son visage à l'intérieur de la grotte, le dragon avait tellement honte d'avoir gâché la cérémonie. En regardant les papiers sur le sol, Elsen voulait terriblement de ne pas avoir été capable de lire ses propres vœux. Ruri lui demande pourquoi elle n'a pas pu les lire. Valdrova admet avec embarras qu'elle a manqué de courage pour prendre la parole,
et avoue qu'elle n'a même pas pu regarder le garçon dans les yeux. Le regard intense et la voix douce de Ferdinand ont complètement chamboulé la grande-duchesse, et à cet instant précis, l'esprit du dragon est devenu totalement vide. En voyant sa patronne pleurer d'émotion pour son fiancé, la servante n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. Changeant de sujet, la servante s'est excusée d'aborder un sujet sérieux un jour de fête, avertissant la grande-duchesse de se préparer à une éventuelle déception. Ruri souligne que Ferdi a commencé à gérer les terres et la prévient que les humains changent. Elle lui a rappelé que les mortels changent généralement une fois qu'ils ont du pouvoir, tout comme ce qui s'est passé autrefois. La bête écoute l'avertissement en silence, se souvenant des trahisons passées. Même si cette mise en garde ravivait de tristes souvenirs, la grande-duchesse savait que sa servante essayait juste de la protéger. Sous le clair de lune cette nuit-là, la noble mariée réfléchit à la brièveté de la vie des humains. Alors que le garçon se promenait dans le château, Valdrova décide de garder ces mots gravés dans son cœur. La cérémonie a enfin touché à sa fin, scellant l'union du jeune homme avec la grande-duchesse. S'allongeant sur son lit, Ferda se laisse retomber, épuisée. En pensant à quel point tout semblait irréel, dans sa vie passée, une haine pure consumait son esprit, ne laissant aucune place à d'autres sentiments. Mais cette fois-ci, toute l'expérience était complètement différente. Assis au bord du lit, le garçon fixe le sol en assimilant tout ce qui s'est passé. Il se surprend à souhaiter revivre ce doux moment juste une fois de plus. Soudain, le cercle rouge sur sa poitrine commence à devenir totalement incontrôlable. Il est intrigué, ne sachant pas quelle émotion déclenche une réaction aussi féroce. Lorsqu'un mage perd le contrôle de son cercle, cela peut finir par le détruire. Mais notre MC voit cela comme une occasion en or de maîtriser ce pouvoir. Et s'il a déjà atteint le sommet autrefois, il pense que remonter ne sera pas si difficile. Monter en niveau nécessite une sacrée volonté. Et même si Ferda a peu de mana, un autre facteur joue en sa faveur. Sa force mentale de niveau archimage héritée de sa vie passée déborde. Guidant l'énergie avec une précision absolue, le garçon fait tournoyer son mana sans en gaspiller une seule goutte. En forgeant un nouvel anneau de pouvoir, il parvient à former son deuxième cercle magique. 3 jours plus tard, Ruri est totalement sous le choc de le voir monter en niveau en un temps record. Super impressionné. La mage comprend enfin pourquoi il était enfermé dans sa chambre tout ce temps. Elle lui demande si les mages du cercle rouge montent toujours de niveau aussi vite. Le jeune homme répond que cela dépend de la personne, mais la met en garde contre un danger majeur dans ce type de magie. À chaque nouvel anneau créé, le mage a besoin d'émotions encore plus fortes car l'émotion la plus intense dans son esprit finit par fusionner avec son âme même. Dans sa vie passée, cela poussait le gamin à chercher de nouvelles cibles à haïr. Même après avoir obtenu sa vengeance, en arrivant dans une nouvelle pièce, la servante lui montre le bureau d'où il dirigerait les affaires. En regardant le bureau, Ferda remarqua le soin et l'attention portés aux moindres détails, puis, soudainement, il se prépara à assumer ses nouvelles fonctions. S'asseyant dans le fauteuil principal, le MC commence son travail quotidien à son nouveau poste. Les terres de Valdrova étaient totalement négligées à cause du manque de dirigeants directs. Cependant, l'exécution publique du seigneur corrompu a terrifié les autres dirigeants, les forçant à marcher sur des œufs. Tout le travail est devenu bien plus simple grâce à l'aide constante de Rory. Déterminé à faire passer un message aux nobles, le gamin saisit une plume pour écrire. Il fait savoir à Rory qu'il exigerait désormais des réunions beaucoup plus fréquentes. Dans la lettre, le jeune homme explique clairement qu'il a pris les choses en main et ordonne à tous de ne pas le remettre en question. Le problème majeur suivant était la menace constante des monstres dans la région. Ces créatures ravageaient les récoltes et poussaient les paysans à la ruine. Même si la grande-duchesse avait éliminé une bonne partie des monstres, de nombreuses petites bêtes rôdaient encore dans le grand-duché. Pour résoudre ce problème, le gamin a décidé de recruter des personnes qualifiées pour le domaine. La servante attrape la feuille avec une liste de noms pour y jeter un coup d'œil. En lisant ces noms inconnus, la servante a trouvé ces choix assez bizarres, et elle n'est pas ravie de devoir se déplacer en personne pour traquer le premier type sur la liste. Leurs recherches les ont menés à Escolaria, la cité des érudits, à la recherche d'un sage anonyme. En traversant la place, le jeune homme explique que le talent de cet homme était encore un secret. Rory se méfie de la liste, mais le gamin lui a garanti qu'il avait fait ses devoirs très minutieusement. Perdu dans ses pensées, le jeune homme se rappelle d'où venaient réellement ces noms. Dans sa vie passée, c'était sa liste noire utilisée pour nourrir sa haine. C'était une époque où il cherchait constamment les défauts des autres juste pour se mettre en colère. Son état d'esprit toxique cherchait la moindre excuse pour mépriser son entourage, reconnaissant son erreur passée. Le gamin balaie la place du regard pour essayer de repérer sa cible. Le vendeur ambulant crie pour attirer leur attention sur la place. Il propose des brochettes sucrées, affirmant qu'elles sont très appréciées des étudiants. En s'approchant, le gamin demande si beaucoup d'étudiants traînent dans le coin. Et s'il connaissait par hasard un célèbre érudit surnommé le Bordélique. La servante se plaint de ce surnom bizarre, mais le vendeur rit en disant que le type est plutôt connu. Voyant le vendeur hésiter, Ferda demande le prix pour faire durer la conversation. Le MC dit qu'une seule brochette devrait suffire, mais Ruri s'empresse de lâcher qu'elle les veut toutes. Notre héros est plutôt choqué par la commande colossale de la servante. Le vendeur lui tend les brochettes dégoulinantes de miel. Les confiseries étincelaient au soleil et avaient l'air absolument délicieuses. Les yeux de Rory se sont illuminés de pure joie en voyant les friandises. Furti trouve son côté enfantin hilarant,
tandis que Rory essaie de faire comme si de rien n'était, totalement gêné. En la regardant manger avec tant de bonheur, le jeune homme a remarqué qu'elle n'était pas si insensible que ça. Jusqu'à ce que Rory remarque que Ferta la fixe pendant qu'elle mange. Elle se retourne brusquement avec un regard noir, laissant le gamin totalement confus par sa réaction. Se sentant un peu gêné, la servante offre une des brochettes à Ferta, mais le jeune homme sourit et lui dit qu'elle peut toutes les garder. Réalisant que le moment approche, le gamin suggère d'accélérer le pas. Dans une pièce sombre, la flamme d'une seule bougie vacille. Soudain, quelqu'un marmonne qu'il risque de rater le bon moment. Alors qu'un homme se retrouve par terre au milieu d'un désordre total, le pauvre bougre pleure le chaos qui a ruiné toutes ses recherches. Un rapide flashback montre que l'homme était premier de sa classe à l'admission, mais a fini par devenir le plus grand fauteur de troubles à la remise des diplômes. L'inconnu s'appelle Bernel Marquet. Il était constamment menacé à cause de sa fâcheuse manie de s'endetter, et souffrait aux mains des usuriers à chaque fois qu'il fallait payer. Pour faire court, c'était un vrai cinglé qui accumulait les montagnes de dettes au lieu de remplir sa tirelire. De retour au présent, dans le labo de Burnell, le créancier commence à tout casser en réclamant son argent. Coincé contre le mur, le mauvais payeur supplie pour avoir plus de temps, agaçant l'usurier qui affirme attendre son argent depuis des années. L'un des types se couvre le nez, dégoûté par une carcasse en putréfaction sur le sol, et Bernel explique frénétiquement que ce n'est qu'un corps de monstre. Le type essaie de défendre ses recherches sur la conversion des monstres en énergie, mais le créancier rejette ça comme une excuse bidon. Le chef demande si les recherches rapportent un profit immédiat, et le binoclard admet que ça ne rapporte encore rien. Le créancier se moque de voir à quel point le type est déconnecté du monde réel. L'homme sort un couteau de poche et lui propose une autre option pour régler sa dette. Premièrement, se débarrasser de toutes ses recherches. Et deuxièmement, utiliser son cerveau pour créer des armes de guerre lucratives. L'usurier pointe sa lame droit sur Burnell, qui panique et bafouille pour faire une contre-proposition. Le créancier lance violemment l'objet. L'homme prévient qu'il essaie de parler gentiment, demandant avec colère si le mauvais payeur croit vraiment être en position de négocier. Effrayé et tremblant, l'intello tente encore de bafouiller une réponse jusqu'à ce qu'il hurle de désespoir qu'il refuse de fabriquer des armes, suppliant pour un autre travail. L'usurier perd patience et marche directement sur le visage de Burnell. Les hommes de main commencent à le tabasser sans relâche puisqu'il ne paie clairement pas ce qu'il doit. Recroquevillé par terre en essayant de protéger sa tête des coups, Burnell craint pour sa vie. À ce moment précis, la porte s'ouvre à la volée et un ordre d'arrêter interrompt le passage à tabac. En entrant après avoir entendu tout ce bruit de l'extérieur, Ferda a compris qu'il était à la bonne adresse. Le MC annonce calmement qu'il a aussi des affaires à régler avec le chercheur. Jaugeant les vêtements chics du gamin, le chef demande s'il est aussi là pour recouvrer une dette. Ferda nie, mais l'agresseur lui dit d'attendre son tour jusqu'à ce qu'il ait fini de récolter. Le jeune homme fait remarquer que ça va poser un énorme problème. En regardant Bernal sur le sol, le MC déclare qu'il a besoin que le cerveau du gars soit intact, pas seulement sa bouche, et propose de rembourser toute la dette du mauvais payeur. L'usurier annonce que la dette et les intérêts s'élèvent à 72 pièces. Doutant que le gamin ait une telle somme sur lui, Rory claque une bourse pleine de pièces d'or sur la table. Le MC déclare qu'il a plus d'argent qu'il n'en faut. Le créancier sourit narquoisement à Bernal, lui disant qu'il a beaucoup de chance d'avoir un riche bienfaiteur. Les yeux rivés sur l'or, l'usurier tend la main pour saisir le paiement et régler la dette. Avant même qu'il ne puisse toucher les pièces, Rory attrape le poignet de l'homme, fixant le chef avec froideur. Le MC lui fait savoir que l'affaire n'est pas encore conclue. Notre héros ignore tout simplement les plaintes du créancier. Ferdinand explique qu'il a besoin du cerveau de l'érudit intact, mais puisqu'il a été malmené, il exige une compensation pour marchandises endommagées. Le type essaie de riposter, fou de rage, mais la force phénoménale de Rury le cloue sur place. La servante attrape le poignet de l'usurier et serre jusqu'à ce qu'il se brise, laissant le grand chef se tordre de douleur. Ferda confie le reste du travail à Rury qui pense que ce gang n'est que de la petite monnaie. L'œil de dragon de la servante brille dans l'obscurité alors qu'elle libère sa terrifiante énergie. La simple pression de son aura plaque tous les hommes de main violemment au sol. Alors qu'ils sont pétrifiés de peur, le MC s'approche et leur donne deux options, soit ils paient pour avoir tabassé le type, soit ils subissent exactement la même raclée. L'usurier cesse figé de terreur absolue en entendant cette menace. Rury fait craquer ses jointures pour leur faire savoir qu'elle est prête à distribuer la punition adéquate. Des cris résonnent dans la rue pendant que la servante fait la loi sur toute la bande. Un peu plus tard, le gang s'éloigne en boitant des lieux, l'air totalement démoli. Super soulagé, Barnell remercie notre héros de lui avoir sauvé la vie, n'ayant aucune idée de comment le rembourser. Le binoclard se présente et demande le nom de son sauveur. Le jeune homme dit s'appeler Ferda Valdrova, laissant l'érudit complètement sous le choc en entendant le nom de la famille grand-ducale. Le chercheur tombe à genoux, paniqué, suppliant qu'on lui pardonne de ne pas avoir reconnu le mari de la grande-duchesse. Ferdinand lui dit de se calmer, affirmant qu'il est tout à fait normal qu'il ne l'ait pas reconnu. Le MC révèle qu'il a fait tout ce chemin car il était vraiment intéressé par ses recherches. Il explique qu'il est au courant de ses études sur les monstres et mentionne qu'il y a des tonnes de matériel sur les terres du Grand-Duché. Notre garçon lui offre un soutien financier total s'il accepte déménager au château de Valdrova. Avec la promesse de ressources infinies, le binoclard rayonne littéralement de joie.
Tandis que Rory s'interroge sérieusement sur la santé mentale de ce nouvel allié, en échange de tout ce parrainage, Ferda impose une condition majeure. Il exige que les recherches se concentrent sur la création d'armes de guerre, laissant Bernel stupéfait. Cet érudit hésite au moment où il entend le mot arme, totalement pris au dépourvu par la direction que prend cette conversation. Il rejette l'offre sur le champ, affirmant que les armes ne servent qu'à détruire la paix. Ferda écoute patiemment et reconnaît qu'il est un véritable défenseur de la paix. Mais notre héros l'interroge ensuite sur les monstres étudiés dans ses recherches, lui demandant combien de vies sont perdues à cause d'eux dans l'Est. Il révèle que la grande duchesse combat des monstres capables d'anéantir des villes entières. Ferdinand montre le poids de cette responsabilité, soulignant que sa femme met sa propre vie en jeu pour protéger tout le monde. Il dénonce l'ignorance des gens qui profitent d'une paix qui n'existe que grâce au sacrifice quotidien de Valdrova. Le protagoniste explique que c'est pourquoi il a besoin de quelqu'un capable de fabriquer des armes puissantes pour exterminer les monstres et alléger le fardeau de sa femme, en sortant un parchemin officiel. Notre héros déclare que c'est la véritable raison pour laquelle il souhaite l'engager comme directeur de recherche pour le Grand-Duché. Bernel est complètement époustouflé en voyant la lettre de nomination rédigée expressément pour lui. Même avec l'hésitation de l'érudit, Ferdinand sait qu'il a besoin de cet homme, celui qui inaugurera l'ère de l'ingénierie magique.